L'histoire que nous allons regarder ensemble, c'est une histoire invraisemblable et pourtant une histoire arrivée. Quoi invraisemblable? Ben, vous savez bien, c'est une espèce de petite paysanne de Don Rémy qui déclare qu'elle va faire, elle, ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire délivrer Orléans, faire sacrer le roi, et elle le fait. Et puis ce qui complique tout, c'est que cette fille prétend qu'elle a une mission surnaturelle, qu'elle a entendu des voix, et qu'elle est commandée par Dieu pour faire ce qu'elle va faire. Là, vous avouerez que c'est en effet assez déconcertant. Un homme comme Alain, vous savez, le philosophe, le critique français Alain, qui était agnostique, disait « c'est une belle histoire, c'est peut-être même la plus belle histoire humaine ». Alors essayons de voir. Ce qu'il ne faut pas faire, à propos de Jeanne, c'est ce qu'a fait un homme comme Michelet, par exemple. Jeanne, vous pensez bien que son histoire invraisemblable a suscité toutes sortes de commentaires. Il y a eu des générations superposées de commentateurs. Si bien qu'on a embelli l'histoire et qu'elle est maintenant couverte de légendes. C'est Claudel qui a dit qu'elle est plus ou moins disparue dans sa légende, la vraie Jeanne. Et Bernard Shaw, qui a écrit une Sainte Jeanne qui est très bien, qui me paraît extrêmement importante, Bernard Shaw disait, elle est recouverte d'un badigeon défigurant. Ben, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'a fait Michelet. Quoi d'autre? Michelet, historien, je l'ai pris au sérieux pendant longtemps. Je me suis aperçu que j'avais eu tort lorsque j'ai commencé à étudier la Révolution française. Je m'étais dit, peut-être la Révolution, il l'a fait un peu vite, tandis que sa Jeanne d'Arc est très célèbre, qu'il a écrite en 1839 et qu'il a publiée en 1841, ça c'est de l'histoire sérieuse. Ben, je me suis aperçu que Michelet s'était laissé avoir par quantité de légendes, les fameuses légendes qui couraient sur Jeanne. Michelet, qui était pourtant un archiviste, c'est son métier, il était archiviste, il ne s'est jamais reporté au texte. Ce qu'il faut faire, vous le savez bien, enfin, quand on est devant une histoire n'importe laquelle, il faut prendre les sources, les documents, puis examiner ces documents de près. Michelet ne l'a pas fait, il a travaillé sur les gens qui avaient travaillé avant de lui. Travail de seconde main, qui est toujours désastreux pour un historien. Il a eu 4 bouquins à peu près sur sa table. Il y en a un qui était de Lebrun, l'autre qui était de Beria, un troisième qui était d'un nommé Buchon, et surtout un gros bouquin écrit en 1790 d'un nommé Laverdy. Et ce monsieur Laverdy, lui, il était allé au texte, il était allé vu les documents originaux. Alors le père Michelet, il reprend simplement ce qu'ont dit les uns et les autres, il arrange ça avec une préoccupation presque exclusive de faire de l'effet, enfin c'est une histoire théâtrale, une histoire d'image d'Épinal, mais il va être coincé, du reste il va faire une de ces gaffes qu'il ne pardonne pas, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un monsieur Rudler. Rudler en 1925-26 a fait une double thèse sur la Jeanne d'Arc de Michelet, il a regardé comment Michelet avait travaillé. Alors laissez-moi vous raconter, ça ne dure que 2 minutes, mais ça vaut la peine, une de ces gaffes extraordinaires de Michelet. Monsieur Laverdy, dont je viens vous parler, qui travaillait à la fin du XVIIIe siècle et qui travaillait sur les documents, avait mal lu un texte latin. Il s'agissait de Jeanne qui est en prison et on doit lui faire un nouveau vêtement. Alors il y a le tailleur qui s'amène auprès de Jeanne pour prendre ses mesures, et Laverdy, qui a mal lu le texte, je vais vous dire, dit le tailleur à un moment a été inconvenant à l'égard de Jeanne, il lui a caressé la main, il lui a mis la main sur la main. Alors elle lui a flanqué une gifle. Et Michelet, qui répète ce qu'a dit Laverdy, et qui fait de la sonorité autour, dit « cette main de tailleur, sur la main qui avait porté le drapeau de la France, il y avait de quoi indigner Jeanne. » Moi, ça m'avait paru un peu extraordinaire, en fait, qu'elle se mette dans un pareil état parce que le tailleur lui avait mis la main sur la main. Le texte latin qu'Averdy avait sous les yeux, et que Michelet n'a pas regardé, ne disait pas « per manum », pas sur la main, mais « per mammam ». Mammam, ça veut dire sur le sein. Ah, je comprends un peu mieux que Jeanne lui avait fichu une baffe parce qu'il lui avait mis la main sur le sein. Eh bien, lui, Michelet, fait l'effet que vous savez, un peu extraordinaire chez un démocrate, de dire cette main de tailleur sur la main de Jeanne d'Arc, avait de quoi s'indigner. Donc, 0 pour Michelet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Il faut commencer par grouper les documents. Et par bonheur, le travail a été fait d'une manière admirable, épatante, si je puis dire, par un nommé Quicherat, vous savez, Jules Quicherat, l'homme des dictionnaires latins. Entre 1841 et 1849, ce monsieur Quicherat, qui a fait un travail de bénédictin, est arrivé à rassembler tout ce qui, alors, était connu comme documents originaux concernant Jeanne. Et depuis ce Quicherat de 1849, on n'a presque rien ajouté, vous savez. Des érudits ont cherché, il y a la spécialiste d'aujourd'hui, enfin celle qui connaît le mieux Jeanne d'Arc, Madame Régine Pernoud, qui a trouvé un certain nombre de petits documents complémentaires. En particulier, il y a eu des lettres qu'on appelle la correspondance Morosini. Les Morosini, c'était des Vénitiens qui avaient des comptoirs à travers toute l'Europe. On a retrouvé cette correspondance, et dans certaines lettres de 1429 et 1430, il est question de Jeanne, donc le document contemporain même, hein, ce qu'on disait de Jeanne à Bruges, ce qu'on disait d'elle à Lyon, ce qu'on disait d'elle à Marseille, c'est intéressant. Régine Pernoud, d'autre part, a travaillé sur les comptes de la ville d'Orléans, et les comptes royaux. Alors on voit apparaître le nom de Jeanne, soit à Orléans, soit dans les comptes royaux.
Alors en somme, une fois qu'on a ces documents groupés, rassemblés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les soupèse. On en fait la critique. Vous savez, la critique des textes, la critique des sources, ça consiste en ceci. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quelle est sa date? Quelle valeur de crédibilité a-t-il? Y a-t-il des choses que l'on peut admettre comme vraisemblables ou d'autres qui semblent extrêmement suspectes? Il faut faire un triage, un tri des documents. Et ce monsieur Rudler dont je viens de vous parler, qui a fait le travail sur Michelet, écrit ceci: toute histoire de Jeanne comporte une part énorme de critiques négatives. Ça veut dire qu'il y a quantité d'affirmations qui courent les rues encore, que vous trouvez dans les bouquins actuels sur Jeanne d'Arc, et qui sont fausses. Tenez par exemple, je vous en parlerai dans mon dernier exposé, Anatole France. Anatole France a fait en 1908 2 très gros volumes d'apparence scientifique sur Jeanne. Et à un moment, répétant ce qu'il avait entendu dire, il dit, Jeanne, lorsqu'elle a eu un peu d'argent à sa disposition, s'est acheté une maison à Orléans. Jeanne propriétaire, on ne savait pas, c'est curieux, peut-être qu'elle se disait que lorsque j'aurai fini mon boulot, je m'installerai, enfin, rentière comme ça à Orléans. Eh bien, depuis 1909, exactement, oui. Non, attendez, antérieurement à 1909, donc avant Anatole France, un érudit local d'Orléans avait regardé ce fameux acte d'achat. Et ce n'était pas la pucelle, comme on l'appelait à ce moment-là, mais dans le texte, il y avait la Pinel, P-I-N-E-2-L-E, une femme qui s'appelait la veuve Pinel, était la veuve d'un monsieur Pinel. Eh bien, c'était cette dame qui avait acheté la maison, c'est pas Jeanne d'Arc. Ben, aujourd'hui encore, vous voyez des gens qui vous disent qu'elle avait acheté une maison là. Une autre histoire, par exemple, lorsqu'elle va se présenter devant le roi. L'on dit le roi s'est dissimulé, il s'est mis parmi les courtisans, il s'est même habillé d'une manière non somptueuse pour que Jeanne ne le reconnaisse pas, et elle l'a cependant reconnu. C'est une blague, c'est une histoire inventée, longtemps après Jeanne, par conséquent, pas question. Lorsque cette malheureuse fille, prisonnière à Beaurevoir, va sauter d'une tour, d'une fenêtre, je sais pas, peut-être du sommet même, du château de Beaurevoir, pour se suicider, enfin pour se tuer, parce qu'elle a horriblement peur de tomber entre les mains des Anglais. Comme aujourd'hui, c'est assez moche de dire Jeanne d'Arc a failli se suicider, alors on vous raconte, c'est dans l'histoire de M. Calmette par exemple, elle est descendue avec une corde, et puis la corde s'est cassée. Mais non, il n'y a pas question de corde. Jeanne au procès, quand on l'interrogera là-dessus, dira carrément, oui, j'ai sauté. Ben, je viens de vous donner 3 exemples, mais il y en a comme ça 10 000. Il y a des quantités de choses qui courent les rues sur Jeanne, qui sont considérées comme authentiques et qui ne le sont pas. Savez-vous que Zola, on ne l'attendrait pas dans notre histoire. Eh bien, Zola, quand il avait 22 ans, avait eu l'intention de faire une Jeanne d'Arc. Et j'ai vu la lettre qu'il écrivait à son ami Baye à ce propos. Je voudrais faire une histoire simple et vraie. Je voudrais avoir devant moi une vraie jeune fille, parlant comme une jeune fille, et je voudrais raconter cette histoire, disait-il, sans point d'exclamation. Ben, j'aime bien ça, sans point d'exclamation. Alors que Michelet travaille dans le point d'exclamation. C'est ça que je voudrais essayer de faire moi-même. Une histoire de Jeanne avec simplicité et sans point d'exclamation. Je sais que c'est difficile, hein. Je me rends compte que je suis présomptueux. Vouloir remuer de nouveau ces cendres où tant de mains ont déjà puisé, c'est peut-être dangereux. Et puis je sais qu'un garçon comme Jacques Madol, qui est un historien français, qui est un bon historien, a dit « il subsiste toujours du mystère autour de Jeanne ». C'est absolument certain, il y a de l'énigme encore. Cette Régine Pernoud dont je viens de vous parler, qui est là vraiment la spécialiste, la connaisseur de Jeanne aujourd'hui, elle a écrit ceci. « Tout n'est pas clair sur le cas de Jeanne. On a le sentiment qu'elle ne finira jamais de nous poser des questions. Alors disons, c'est difficile, mais en même temps c'est fascinant, alors essayons. » Alors, première chose à dire, son nom d'abord. Vous vous rappelez, dans mon premier exposé, juste en commençant, je vous ai dit, il ne faut pas dire Jeanne d'Arc, c'est un nom qui n'existe pas, Jeanne d'Arc. En effet, si, au moment où elle était vivante, quelqu'un l'eût appelée Jeanne d'Arc, elle ne fut pas retournée, enfin, elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait. C'est en 1576, 1576, qu'un poète orléanais a inventé de l'appeler Jeanne d'Arc. Mais elle-même au procès, quand on lui dit, vous savez, en commençant un procès, déclinez vos noms, origine, qualité, elle va dire, au village, on m'appelait Jeannette. Quand je suis venu en France, on m'a appelé Jeanne. Alors il y a Cochon, le président du tribunal, qui dit, oui, mais votre surnom. Attention, aujourd'hui, on dirait votre nom de famille. À ce moment-là, on dit votre surnom. Elle dit, je sais pas. Au pays, quelquefois, mon père, on l'appelait d'Arc. Attention, c'est même pas sûr qu'elle ait dit d'Arc, parce que dans le document que nous avons sous les yeux, le document original, on ne sait pas si la dernière lettre est un C, D-A-R-C, ou bien un E, D-A-R-E. Et moi, j'incline plutôt pour D-A-R-E, d'art. Pourquoi? Parce que dans un document du XVe siècle, qu'on appelle le manuscrit d'Orléans, il y a ceci, Jeanne était fille d'un laboureur nommé Jacques Tart, T-A-R-T.
C'est la même sonorité que dar. Les noms propres à cette époque-là, ça a tellement peu d'importance pour les petites gens qu'un personnage que vous allez voir survenir, qui est un oncle ou un cousin de Jeanne, il y a des documents qui l'appellent Durand Laxart, d'autres Durand Lassois. En réalité, on l'appelait tout simplement Durand. Lorsque le roi va anoblir Jeanne à la fin de l'année 1429, il lui donnera un nom, il l'appellera Day, D-A-Y. Et maintenant, c'était les Day qui vont devenir les du Lys, en deux mots, du Lys. Un beau nom, hein. Et bien, un des frères de Jeanne, plus tard, se fera appeler Dali, D-A-L-I-E. Il a transformé ce d'Ulysse. Parce qu'une fois de plus, je vous le répète, ça ne compte pas les noms propres. Alors disons, conclusion, on pourrait à la rigueur appeler Jeanne d'Ulysse, puisque c'est comme ça que le roi l'a baptisé. Quant à Jeanne d'Arc, pas possible. Zéro, ça n'a jamais existé. Les parents. Bon, on ne sait pas grand-chose sur les parents. On n'a pas leur âge, par exemple. On ne sait pas quel âge avaient le père et la mère lorsque Jeanne va se lancer, lorsqu'elle va mourir. On sait que le père Jacques, qu'on l'appelait peut-être de temps en temps d'Arc ou d'Arc pour le distinguer d'un autre Jacques local, on sait que c'était pas tout à fait le dernier venu dans son petit village de Domrémy, puisqu'il a été un moment doyen du village pour une affaire avec le comte, le seigneur de Baudricourt, dont je vais vous parler maintenant, qui habitait Vaucouleurs, c'est-à-dire à 20 km. Alors peut-être que le laboureur Jacques, dit d'Art, peut-être que ce laboureur avait un certain bien. En tout cas, certainement, ce n'étaient pas des gens opulents. La mère, on sait qu'elle vivra jusqu'à 1458, alors que Jeanne va mourir en 1431, mais on ne sait pas à quel âge elle est morte. Elle était veuve dès 1440, puisqu'à partir de 1440, elle va vivre à Orléans, entretenue même par la ville d'Orléans. Mais encore une fois, on ne sait pas non plus à quel âge elle est morte et à quel âge le père a disparu. Donc on ne sait pratiquement rien. Il y avait 3 frères et une sœur. 3 frères aînés et une sœur, semble-t-il, plus jeune. 3 frères aînés, Jacquemin, Jean, Pierre. La sœur, Catherine. Mais quand Jeanne va partir, sa petite sœur Catherine était déjà disparue. Alors c'est ici qu'il faut absolument régler, et en 2 minutes, une affaire grotesque, mais qui continue à faire du bruit aujourd'hui. Ça a commencé en 1805. C'est le sous-préfet de Bergerac, qui s'appelait Pierre Cazes, qui a inventé brusquement l'idée que Jeanne d'Arc, en réalité, n'était pas la fille de ses parents, là-bas, de Domrémy, mais qu'elle était la fille de sang royal, de la femme du roi, Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière couchait avec son beau-frère Louis d'Orléans, et Jeanne eût été la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Pourquoi est-ce qu'il a inventé ça, le gars? Parce qu'il s'était dit, comme ça expliquera l'affaire extraordinaire que cette paysanne de rien du tout soit accueillie par le roi, accueillie à la cour, à Chinon. Alors si elle est de sang royal, en douce, enfin ça ne se sait que très secrètement, quelques personnes, le roi bien sûr le sait, alors ça devient de plus en plus explicable que Jeanne de sang royal ait été admise. Malheureusement, pour nous faire avaler une histoire comme celle-là, il faudrait nous apporter au moins un commentaire.